Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, l'émission des explorateurs du backlog. Toujours Bruno, on est sur le mois de juin donc. Nous sommes le 30 quand j'enregistre ces lignes. Un mois qui a été particulièrement chaud, qui fait que j'ai, sur la fin du mois en tout cas, peu joué, n'est-ce pas? Le PC, un PC de gamer étant contre-indiqué dans une pièce surchauffée déjà par la canicule. Mais j'avais pas mal joué au début du mois. Je vais parler de 2 jeux, je vais garder le deuxième pour la fin, c'est un peu particulier, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans Pas le temps de jouer, et j'expliquerai mes raisons de le faire. Je vais parler déjà dans un premier temps d'un jeu qui m'a rafraîchi sur plusieurs points. Je vais parler d'Against the Storm. Against the Storm, c'est un city builder roguelite, c'est comme ça qu'il se présente, et effectivement ça correspond tout à fait à ce que le jeu vous propose. On est sur un city builder à la Settlers ou à la Anno, donc vous devez développer votre petit village, récolter des ressources, créer des chaînes de montage pour obtenir des ressources de plus en plus élevées, veiller au bien-être de vos habitants, gérer leur habitat. Donc on n'est pas dans un STR militaire, on est vraiment sur une construction de base. La particularité de ce jeu, c'est donc vous êtes dans un milieu confiné, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de jeux où vous avez une carte immense et en gros vous développez où vous voulez, là vous êtes uniquement basé sur des clairières, sur des cartes générées aléatoirement. Et donc vous avez un espace très limité, avec des ressources limitées à l'intérieur. Certaines sont infinies, comme les champs ou autres. Et vous allez développer votre première infrastructure et et briser la forêt pour trouver de nouvelles clairières qui peuvent être sans aucun danger ou avec des dangers supplémentaires. Donc on va revenir sur cette mécanique-là. Pour vous étendre. Donc c'est déjà un choix que j'aime, qui est assez intéressant. Vous avancez par petites poches comme ça. Vous savez jamais ce qu'il va y avoir dans la clairière. Ça peut être des ressources de plein de types différents. Là où le jeu est vraiment propose quelque chose de vraiment intéressant, enfin que sa formule à lui. Donc comme je disais, c'est déjà cette formule de progression. Ensuite, sur son arbre de technologie, contrairement à beaucoup de jeux de ce type-là, vous avez plusieurs façons de récolter les ressources. Plusieurs bâtiments peuvent générer les ressources de base. Et souvent, une même recette de fabrication peut être modifiée pour changer les ingrédients qui la composent. Ça fait que le jeu a quand même contrairement à beaucoup de city builders où vous savez à peu près, en gros, vous voulez faire des outils, bah, il vous faut une forge, il faut extraire du minerai, il faut raffiner votre minerai et amener. Là, ça va être beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire que plusieurs bâtiments peuvent générer cela, et ils peuvent le générer de plusieurs façons. En plus, vous repartez à zéro entre chaque mission, votre arbre technologique est quasiment reset, et vous allez débloquer les bâtiments au fur et à mesure. Et là rentre la deuxième mécanique du jeu, donc le côté vraiment roguelite. En gros, vous avez deux jauges dans le jeu, qui est l'impatience de votre reine, celle qui vous a envoyé, qui vous donne le droit d'exploiter les terres, et des missions qui vont se débloquer au fur et à mesure, sur lesquelles vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir en général entre deux objectifs à chaque fois. Et donc on en a une bonne dizaine d'objectifs au total sur toute la partie. Et en gros, la résolution d'objectifs fait baisser la jauge d'impatience de la reine et vous rapproche de votre zone de victoire. Vous n'êtes pas obligé de finir tous les objectifs pour gagner. En général, on n'a pas besoin. Ou du moins dans les modes de difficulté intermédiaires, n'est-ce pas? Et vous pouvez et encore une fois, ces objectifs sont très variés. Ça peut être atteindre un niveau de satisfaction de vos habitants pendant un certain nombre de temps. Ça peut être d'avoir une population d'une certaine race à un certain seuil. Ça peut être confectionner des ressources particulières. Enfin, voilà, vous avez plein d'objectifs. Ça peut être aussi d'explorer des clairières dangereuses et d'en extraire les ressources qui sont à l'intérieur. Heu, voilà. Même là, dans ces missions-là, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte. Dans les clairières, vous allez donc avoir des événements qui vont vous demander d'être résolus en temps limité. C'est-à-dire d'envoyer des gens les régler. Et il faut le faire vite, parce que, bah, forcément, ça peut avoir des critères négatifs comme, au plus bas niveau, ça va être baisser le moral de vos compatriotes et donc avoir des gens qui peuvent quitter le village. Mais ça peut être des événements beaucoup plus dramatiques, incluant des grands monstres géants, ça peut arriver. Voilà.
Tout ça fait que le jeu a un rythme assez étonnant où, et une courbe d'apprentissage, comme je disais, assez violente parce que, bon, vous finissez le tuto où en gros on vous explique comment poser un bâtiment, que vous avez, 2 types d'ouvriers, les castors qui sont bons à construire et les humains qui sont bons à récolter. Très bien, super, les lézards sont bons à la chasse. Ça s'arrête un peu là, vous avez appris à poser vos bâtiments, vous êtes content, vous avez exploité une carrière, super. Et puis la 1re mission, vous êtes sur une chaîne de montage, où vous comprenez pas tout, vous êtes obligé de raffiner les ressources, vous vous rendez compte qu'il y a plein de façons de le faire, vous allez galérer vous allez manquer de ressources pour plein de trucs, la population va bon, voilà. Il y a vraiment, beaucoup de choses et avec ces multi-objectifs qui se débloquent au fur et à mesure et où on n'est pas obligé d'avoir complété les objectifs pour en avoir de nouveaux, ils se débloquent au fur et à mesure du temps, fait qu'on a quand même beaucoup de choses à faire et à gérer, même si paradoxalement le jeu a un rythme plutôt lent, et posé. C'est un paradoxe, mais voilà, ça prend du temps de récolter les ressources, ça prend du temps de résoudre les objectifs, mais on en a toujours plein à faire et on a toujours quelque chose à régler quand même dans le jeu, heu et on est toujours en déséquilibre. Il arrive très bien à gérer ça, le fait que, pour remplir un objectif qui vous demande d'envoyer, 10 unités de choux à la citadelle, très bien, ça c'est super, bah, du coup, vous allez interdire la consommation de choux et pousser la production de choux dans votre ferme. Tout va bien jusqu'à présent, sauf que forcément, c'est toute votre chaîne alimentaire qui va se péter la gueule et qu'il va falloir le régler assez vite derrière. C'est vraiment un jeu qui croule sous les indications à l'écran, c'est assez impressionnant le nombre d'infos, qu'il affiche avec, quasiment toutes les productions en temps réel qui sont affichées à l'écran, la satisfaction de vos différentes, races, les 2 barres, comme je disais, qui progressent en bas, ça clignote de partout, il y a des notifications dans tous les sens. Ça marche. Voilà, ça marche et quand on a fini une mission, donc on arrive sur la carte, principale qui vous permet d'avancer donc sur une autre mission, de la choisir, sur la carte également. Et on peut débloquer des améliorations définitives pour votre personnage, donc là, c'est vraiment le côté roguelike, parce que si votre expédition termine, c'est-à-dire que vous recommencez à zéro, ou il y a une tempête qui reset complètement le la partie, bah, au moins, vous pourrez revenir là où enfin, ne pas tout perdre et avoir des améliorations de départ qui font qu'on n'a pas l'impression de repartir complètement au début du jeu. Les améliorations étant quand même très importantes, ça peut être des pourcentages d'amélioration, de production, et cetera, mais ça peut être des choses vraiment très intéressantes. Voilà, c'est un jeu assez vraiment très touffu avec une durée de vie absolument monstrueuse, pour être honnête. J'y ai joué 30 heures, je crois, ce qui est déjà pas mal et j'ai l'impression d'en être au tout début, d'avoir effleuré à peine, ce que le jeu avait à offrir. Il y a plein de biomes différents, il y a plein de mécaniques que j'ai pas encore découvertes, plein de bâtiments. Vraiment, le jeu est d'une générosité là-dessus qui est assez folle. Après voilà, faut plutôt apprécier le genre, et savoir que, comme je dis, contrairement à certains sites hybrides, une campagne de Anno, comment dire? Il y a un côté relaxant où vous pouvez lancer le jeu, faire une carte, en gros, y passer 20 heures. J'exagère, mais c'est ça, et puis de toute façon, vous allez, dire que votre colonie elle est pourrie et recommencer à zéro. Moi, j'ai quasiment toujours joué au Anno en free for en carte libre, et sans trop suivre les scénarios qui m'intéressaient pas plus que ça. Là, non, vous avez pas ce choix-là et c'est des parties, du coup, qui peuvent être assez longues. Une mission, ça va se boucler en 1 heure, mais voilà, il y a du challenge et il y a des choses à faire. En tout cas, c'est un jeu que je recommande, il est sorti en 2024 après un early access assez long, et c'est plaisant, il y a un petit côté, puis en plus, il y a une ambiance sympa, crépusculaire, il pleut toujours, en fait, dans ce monde-là. Ou quasiment et donc vous avez ça dépend aussi des biomes, et vous avez aussi du coup, des bâtiments qui servent à ça avec, par exemple, un récolteur de pluie, mais qui ne vous donne pas la même eau si en fonction du climat. Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est, des eaux calmes, des petites brumes, et cetera? Bref, c'est encore une fois un jeu qui a plein de possibilités et plein de façons d'optimiser, vos chaînes de montage et vraiment, de choisir, enfin, un exemple, hein, chaque bâtiment demande des ouvriers, les ouvriers, les races, en fonction des races, ils ont des affinités. Donc ça, rajouté au fait que un bâtiment veut produire plusieurs types de ressources, que vous avez le choix et que, encore une fois, chaque des ressources peut être produite de plusieurs façons différentes quasiment. Il y a des exceptions. Ça donne quelque chose de vraiment, vraiment touffu. Autre point que j'ai beaucoup aimé, on peut déplacer complètement librement les bâtiments une fois qu'on les a construits et c'est génial. Alors pas
peut-être pas tous, je sais pas, il y a certains bâtiments, on ne pense jamais à les déplacer, comme les récolteurs de pluie, par exemple. Mais en revanche, tout ce qui est, camp de bûcherons, de chasseurs et cetera, vu que ce sont des ressources limitées qui disparaissent dans la zone d'influence du bâtiment, vous n'êtes pas obligé de raser le bâtiment, vous le sélectionnez, on le déplace, il prend les ouvriers avec, ça marche tout seul. J'ai aussi beaucoup aimé le système de réservation des ressources, ça paraît tout bête, mais en gros, quand vous demandez la construction d'un bâtiment, si vous n'avez pas forcément toutes les ressources, vos ouvriers non affectés à d'autres productions vont aller chercher dans la réserve celles qu'ils ont et les amener sur le bâtiment. Ce qui fait que vous pouvez demander quand même la construction d'un bâtiment sans avoir les ressources, réserver de fait les ressources que vous avez pour la construction de ce bâtiment-là, et celles qui vous manquent seront amenées au fur et à mesure. Ça fait que c'est pas toujours simple de comprendre pourquoi ce bâtiment-là est bloqué, mais au moins, vous n'avez pas à attendre de tout avoir, comme dans certains jeux de ce genre, pour pouvoir le poser et avancer. Ça permet vraiment de se libérer l'esprit de ça et de savoir que, OK, je dois produire du bois, très bien, mais le minerai, les et ainsi de suite que j'avais, sont employés pour la construction de ce bâtiment-là et ils seront pas dépensés par autre chose parce que j'ai pas fait gaffe et que j'ai oublié que j'avais lancé ce truc, que je voulais le faire ça. Le contre-argument à ça, c'est que forcément, des fois, on va lancer plusieurs productions qui nécessitent la même ressource et du coup, on sait pas trop, nos ouvriers vont alimenter un peu, au plus près, quoi. Mais malgré tout, ça marche. Je trouve ça intelligent et bien foutu. Heu, Vraiment un petit jeu. Alors je dis petit jeu parce que je sais pas pourquoi, parce que c'est pas un petit jeu, c'est un vrai city builder, avec une proposition, innovante et intéressante et qui résout plein de trucs. Après, comme je dis, là, cette espèce de lenteur, dans son gameplay, sans le côté émerveillement d'un anneau où les anneaux, on était quand même capable des fois d'observer sa ville, juste vivre avec les bruits, l'ambiance et cetera. Il essaye un peu ça, il y arrive pas tout à fait. Il est plus basique, sur son sur son esthétique et cetera et donc peut-être moins rutilant et plaisant à regarder, tourner, mais voilà. En tout cas, c'est un jeu sur lequel je prends vraiment du plaisir et qui m'a rafraîchi pendant ces périodes de canicule parce que lui, il arrive à tourner sans se faire surchauffer mon PC. Donc c'était cool. C'est aussi un bon point à prendre, il demande pas une machine de guerre pour fonctionner, et il est tout à fait recommandable. Encore une fois, je vous encourage à l'essayer, c'est un jeu qui mérite d'être plus connu. Le deuxième jeu dont je vais parler, alors, comme je disais, c'est une première dans Pas le temps de jouer. Je vais revenir sur un jeu dont j'avais déjà parlé. J'avais déjà parlé en 2022, heu et j'en avais parlé en expliquant que c'était un jeu qui faisait tout bien et que sur lequel j'avais pas accroché. C'est Kena: Bridge of Spirits, hem et j'en ai reparlé récemment, dans le podcast, sur l'épisode, je crois, qui parlait, bon bref, d'un autre jeu et j'ai mentionné celui-là. En expliquant que c'était un double A, que je trouvais sur lequel j'avais pas accroché malgré toutes ses qualités, en disant qu'il faisait tout bien et cetera. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que je l'ai relancé. Je l'ai lancé et ma première impression ça a été, bon OK 2022 tu compliqué quand même, c'était une période compliquée de ta vie et tu passé complètement à côté, c'est un jeu génial, blablabla, voilà. Ça a duré 3 heures, après j'ai revu les défauts du jeu, mais dire que le jeu n'a pas de défauts est pas vrai. C'est un jeu qui a beaucoup de qualités, heu, mais qui a quand même beaucoup de conception et j'aimerais m'y attarder un peu plus. Et surtout, c'est un jeu qui m'a fait un truc auquel je m'attendais pas, mais ça, je vais garder ça pour la suite. Donc, Kena: Breath of Spirit, on est sur un TPS exploration avec un côté Metroidvania où on débloque des grandes zones, je reviens rapidement là-dessus. Plateforme simple mais efficace, on peut s'accrocher, on a un double saut, voilà, tout va bien. On a un ralenti quand on tire à l'arc, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Hem et c'est un jeu qui m'a, dans mes comme je disais, dans les premières heures, en fait, j'ai pas commencé par la même zone que ce que j'avais fait au départ et du coup, j'ai été beaucoup plus agréablement surpris. Je pense que je m'étais vraiment trompé, la première fois et j'avais pas je sais pas, j'étais pas parti dans les bonnes conditions. Et là, c'est un jeu qui m'a rafraîchi dans le sens où, par exemple, il a des énigmes et il vous laisse chercher. C'est pas un jeu qui va vous guider plus que ça. Il va je pense à une énigme en particulier où, c'est un truc, au tout début du jeu, je spoil pas grand-chose, vous avez un totem, il y a 4 bornes que vous pouvez activer avec votre arc autour de lui et quand vous le faites, vous allumez les bornes et il se passe rien. Le totem
vous libère juste de petites créatures que vous butez et puis, voilà. Et en fait, il faut comprendre qu'il faut allumer les totems dans un certain ordre, ce qui jusque-là est basique. Sauf que rien ne vous dit que, en fait, c'est sur le totem en lui-même, il y a 4 groupes de bougies, avec un coup, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies. Je veux dire, c'est basique, comme énigme, ça paraît basique, mais vu que le jeu ne met à aucun moment ne vous montre les bougies s'allumer, c'est-à-dire qu'elles s'allument souvent dans votre dos parce que vous êtes en train de viser un truc, ça demande un peu d'observation, un peu de réflexion. Encore une fois, je prétends pas que ce soit un jeu, dur et qui, voilà, c'est juste que ça, c'est agréable. Moi, j'aime bien ne pas être pris en complètement en main sur ce genre d'énigme, on est obligé de réfléchir et il y en a et le jeu égrène comme ça quand même beaucoup de choses, même si au fur et à mesure, on reconnaît beaucoup plus les patterns et on devient beaucoup plus, au fait, heu, de ça. Le problème que j'ai là-dessus, c'est que du coup, le jeu change un peu ses règles des fois de communication sans trop vous le dire. Il y a, des dans les petits défauts, c'est vraiment des petits défauts, mais qui deviennent assez chiants à force. Heu, on n'a pas toujours les mêmes règles d'interaction avec le décor. Un coup, il y a des trucs, on peut les activer avec son bâton et puis après on découvre qu'on peut les activer en se concentrant et puis après on se découvre qu'on peut les activer avec des flèches. Certains, non. Certains, ce sera toujours que en chantant, enfin, en libérant une pulsion de mana qu'on pourra les activer. Pourquoi? Je sais pas. Il a la même gueule que les autres, je peux les activer avec une flèche. Celui-là, je peux pas. Bon, c'est des petits détails. Il y a des petites imprécisions sur les passages de plateforme. La difficulté est quand même un peu aléatoire. Voilà. Et encore une fois, je reviens sur l'exemple que j'ai pris parce que je le trouve pertinent de ce totem. Le fait que l'échec de l'activation de ce totem soit signalé par le fait qu'il fasse apparaître 2 ennemis, et bah, c'est pas très clair parce qu'il y a plein d'endroits où quand vous activez correctement, la séquence qui vous est demandée, il fait apparaître des ennemis que vous devez par vague et que vous devez buter pour arriver à libérer le totem. Donc moi, j'ai vraiment cru au départ que les ennemis étaient l'énigme, en fait. Que je devais activer les totems dans le bon sens et ensuite ça faisait apparaître 2 ennemis et que ceux-là, je devais les tuer d'une certaine façon que je n'arrivais pas à comprendre pour, résoudre l'énigme. C'est après coup que j'ai compris le problème des bougies. Encore une fois, pas très grave. Dans le même genre, c'est un jeu qui vous demande beaucoup d'interaction avec les gâchettes. Tout est fait à base de gâchettes, plus un bouton, plus un truc, plus un machin, plus. C'est ça peut être un peu lourd, et puis c'est un jeu qui vous fait du collectible dans tous les sens. On a tellement de cosmétiques, de trucs à ramasser de partout, que ça en devient un peu lourd rapidement. Dernier point, et c'est là où la surprise a été totale, et c'est ce que je gardais, c'est un jeu qui est tout choupi, qui est tout joli, presque trop, c'est-à-dire que c'est un peu naïf des fois, et c'est un peu chiant les petites animations des petits personnages que vous débloquez à la Lemmings. Il y a un moment où vous en avez 60 avec vous, enfin, c'est relou de. Voilà. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse un espèce de boss rush abominable sur la fin avec les derniers boss qui sont d'une difficulté mais sidérante et qui vous demandent un contrôle mécanique que le jeu dans les combats que le jeu ne vous a pas du tout demandé jusqu'à présent, sachant que les combats ne sont pas la partie la plus intéressante du jeu. Le bâton le coup manque de précision par rapport à sa portée, etc. Donc en fait, j'ai quasiment tout fait à l'arc et les derniers combats à l'arc, bah, c'est quand même compliqué. Et puis le jeu, en plus, sur le dernier boss, vous enlève beaucoup de capacités spéciales et de pouvoirs et de machin. Enfin, j'ai trouvé ça un peu punitif, et ce côté-là m'a un peu gonflé. Je dois dire que j'ai fini le jeu, j'ai fait le boss, j'ai dû m'y reprendre à 15 fois, j'étais pas très content. Heu, j'étais pas très content de la façon dont le jeu le faisait et je me suis dit que pour beaucoup de gens qui n'avaient pas eu de problème pour arriver jusque-là, heu, c'était un peu punitif, pour rien et j'ai pas compris du coup. Voilà, encore une fois, c'est dommage, c'est un jeu qui a des systèmes de plateforme inventifs, qui jonglent bien avec les pouvoirs qu'il vous propose, heu et qui, donc avec des énigmes environnementales vraiment chouettes et vraiment des trucs, qui vous obligent à réfléchir et moi, c'est cette partie-là du jeu qui m'a plu, pas tellement les combats, donc que la fin soit vraiment une emphase sur les combats et pas sur autre chose, m'a déçu. Voilà, donc c'était mon complément de Kena la prophétie, Kena Bridge of Spirit. Je sais pas pourquoi je dis la prophétie. Parce que les vraies raisons de pourquoi j'ai pas accroché à la base. J'avais pas accroché pour ça. Là,
j'ai plus aimé mon deuxième run. Probablement parce que du coup, j'ai pas subi le tuto et je m'en suis débarrassé très, très vite et ça n'a pas fait que j'ai saturé du jeu, assez très vite. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé par exemple les challenges optionnels et qui sont très bien et qui sont très durs en temps limité avec des passages de plateforme où vous devez par exemple dégommer un certain nombre de cibles à l'arc en temps limité. Les premiers sont évidents, c'est pas le cas sur la suite et ça m'a plu. Heu et ça j'aime bien. C'est de la difficulté optionnelle, vous allez, faut faire tous vos challenges, vous gagnez des cosmétiques et quelques trucs, c'est chouette. Encore une fois, le fait que les 3 derniers boss, de fin soient, de cette, violence-là et de cette difficulté-là, j'ai trouvé ça un peu too much. Bref, voilà, je vous réserve plein de choses pour le mois prochain. Je teste, plein de choses. Je vais essayer de faire l'enregistrement en avance et je sais pas si j'aurai le temps parce que je pars avec mes enfants, donc nous verrons ce que ça donne. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de juillet. Rafraîchissez-vous bien, profitez bien de cette semaine un peu plus fraîche et je vous dis à bientôt. Une production T et B.